vous accueillir, de me présenter. Véronique Sauvadet, donc je suis responsable du service, financement et analyse économique à la TIH et donc ce webinaire va vous présenter les éléments sur le nouveau modèle de financement SMR. Et donc ça va être une présentation qu'on va faire à plusieurs voix avec les équipes, de l'agence, que ce soit du service financement analyse économique et du service data. Donc quelques modalités pratiques, si j'arrive à passer les slides. Voilà, donc pour information, donc le webinaire est enregistré. Prochainement, on déposera l'enregistrement sur le site de l'agence et le lien sera également transmis à tous les participants par mail. Comme vous avez pu le constater, tous les micros sont désactivés puisqu'on est très nombreux aujourd'hui. Il y a environ 900 inscriptions. Actuellement, on est à peu près 350 de connectés. Donc, il n'est pas, voilà, il n'est pas possible d'avoir des interactions. Donc, on va vous faire une présentation qui aura plusieurs temps. Je vais revenir sur les différents temps. Ce qu'on vous demande, c'est de bien poser vos questions sur le chat. Nous essaierons, à partir du moment où c'est des questions sur lesquelles on peut répondre, des questions notamment de compréhension, on essaiera d'y répondre au cours de la présentation. Mais dans tous les cas, on rédigera une foire aux questions sur la base des questions que vous posez et elle sera mise en ligne sur le site de l'agence. Donc là, vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions, même si on n'y répond pas de manière immédiate en séance, puisque la séance est va être assez dense. On fera en sorte d'y répondre via la FAQ. Et pour ça, faut bien poser votre question dans le chat à tous mes contacts. Voilà, et non pas seulement en privé. Et enfin, donc voilà, là, on va un peu vous expliquer tout le sujet du modèle de financement SMR et notamment la mise en place de la régularisation ex post pour l'année 2023. Et tout ça sera également repris dans une notice qui sera publiée sur le site de l'agence dans les semaines à venir. Donc, en termes de plan de présentation, la présentation va se dérouler en 3 temps. On essaiera de faire quelques pauses entre ces 3 temps pour essayer de répondre aux questions qui seront posées par le chat. Donc, un premier temps va normalement vous permettre de revenir. On va revenir sur les objectifs et les principes du modèle de financement. A priori, c'est des éléments qu'on suppose que vous connaissez puisqu'ils ont déjà été, ils ont déjà pu vous être présentés. Donc, ça va peut-être pas être totalement le cœur de la présentation d'aujourd'hui, mais ça nous paraissait important de revenir sur un certain nombre de concepts. Puis après, on s'attardera de manière plus importante sur les sujets de valorisation d'activité, comment l'activité a été valorisée, quels en sont les paramètres et surtout quels sont les éléments de restitution qui sont à votre disposition, notamment dans les tableaux valides que vous avez déjà découverts. Et enfin, on viendra sur les modalités d'application de cette réforme, notamment pour 2023, puisque là, on est dans le calcul de ce qu'on a appelé la régule export, la régularisation ex post. Et puis, bien entendu, on dira quelques mots de ce qui va se passer à partir de la campagne 2024. Voilà, donc je vous remercie à tous voilà, pour votre participation. On espère que voilà, ce séminaire répondra à un maximum de questions que vous vous posez. Je redis, n'hésitez pas à poser vos questions vraiment dans le chat pour qu'on puisse y répondre au mieux. Et je vais passer la parole à Monsieur Rallet. Bonjour à tous, donc Clément Rallet de l'ATIH, Service Financement et Analyse économique. Donc, je vais vous faire la présentation de la première partie sur le modèle de financement, sur les objectifs et les principes. Donc, dans cette partie-là, on va aborder les choses de la manière suivante. D'abord, on va revenir sur la réforme en tant que telle, notamment sur les raisons et les objectifs en fait, de cette réforme.
Dans un deuxième temps, puisqu'on est sur un nouveau modèle de financement qui est compartimenté, on va repréciser à travers une fiche, pour chacun des nouveaux compartiments, en fait, les objectifs et les modalités de construction. Et puis on fera une présentation, une dernière, slide sur cette partie-là, en fait, qui vous présentera, enfin, qui résumera les modalités d'allocation, en fait, en termes de recettes, pour les établissements de santé. Donc on va aller sur les raisons, en fait, hein, de cette réforme de financement, donc c'est pourquoi en un seul mot. Donc cette réforme, elle a été mise en place, en raison, notamment d'une hétérogénéité entre les territoires, qui a été constatée, que ce soit au niveau des taux de recours, des taux d'équipement ou des niveaux de financement. Et donc ces écarts en termes de disponibilité de l'offre ou de financement aboutissent en fait, à des disparités, dans l'accès aux soins. Donc, par rapport à ce constat-là, enfin ces raisons-là, les principes majeurs, hein, qu'ont orienté les travaux sur la réforme, d'une part, c'est d'harmoniser les modalités de financement entre les secteurs, et les territoires, et de combiner, aussi, donc plusieurs modalités de financement qui vont répondre, spécifiquement chacun à des objectifs bien précis. Tout ça donc, pour associer en fait la reconnaissance en temps réel des dynamiques d'activité et de la réponse surtout aux besoins de santé, pour la population. Heu, donc voici les grands objectifs en tout cas qui ont été fixés, par le ministère de la Santé, sur cette réforme de financement. Donc, en essayant donc, avec un objectif principal, hein, qui est d'apporter une réponse plus adaptée aux besoins des prises en charge en SMR et de soutenir aussi la transformation, de ce champ, d'activité. Donc, ça va se décliner en plusieurs, objectifs, qu'on va énoncer ici, là et en fait qui vont définir pourquoi le nouveau modèle est notamment, compartimenté. Donc déjà, il y avait un besoin de reconnaissance en temps réel des dynamiques d'activité, donc basé sur un outil de description amélioré. Donc ça, on va y revenir longuement dans la deuxième partie de la présentation, qui poursuit l'objectif suivant, hein, de maintenir la réactivité des établissements, notamment par rapport, aussi à la pertinence des prises en charge. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, en fait, c'est la prise en compte, hein, des besoins de santé réels des territoires, indépendamment de la structuration de l'offre de soins. Donc ça, avec un objectif de réduire, hein, les inégalités régionales, en fait, qui ont été constatées et donner aux acteurs territoriaux des leviers financiers pour la transformation de l'offre en réponse aux besoins de la population. Le troisième point aussi, donc, qui va se porter aussi sur un financement spécifique, c'est une attention particulière sur les activités d'expertise et les équipements spécialisés. Donc là, l'objectif est bien de stabiliser le financement des établissements de santé, hein, de piloter le déploiement des structures, des équipements très spécialisés. Enfin, un dernier point qui est la prise en compte de la qualité, qui concerne l'ensemble des champs d'activité, mais aussi le champ SMR, avec, l'objectif de renforcer les démarches qualité au sein des établissements de santé. Voilà, donc là, dans cette slide-là, vous allez avoir en fait, l'architecture, du modèle qui va être, donc, comme j'ai dit, compartimenté en plusieurs briques, avec, donc, vous aurez à droite, en fait, soit une enveloppe, le pictogramme qui représente une enveloppe fermée, donc c'est-à-dire que on va plutôt être sous forme de dotation et un autre pictogramme, en fait, avec une lettre ouverte qui va concerner notamment les recettes liées à l'activité, qui sont un financement à enveloppe, ouverte. Donc on va retrouver à peu près les différents compartiments qui vont répondre aux objectifs, en fait, qui ont été énoncés précédemment. Donc la prise en compte de la qualité, hein, qui va se matérialiser à travers la dotation IFAC, donc qui est un dispositif qui a été, mis en place, notamment sur le champ SMR avant cette réforme-là. Donc c'est un dispositif qui se poursuit et qui est pas remis en cause aujourd'hui par la réforme. Des compartiments dédiés aux activités et équipements spécialisés. Donc là, on va retrouver, notamment, toutes les dotations, MIGAC, notamment, ce qui est un peu, spécifique au SMR, en fait, c'est, les activités d'expertise. Un financement en forfait annuel par les plateaux techniques spécialisés
et une dotation spécifique à l'activité pédiatrique. Dans la troisième brique, on va retrouver en fait, le compartiment donc dotation populationnelle, hein, qui va répondre à réduire en fait les inégalités territoriales pour répondre aux besoins de la population en mettant, les caractéristiques de cette population avec une enveloppe de financement dédiée. Ensuite, on va plutôt avoir les compartiments donc, de financement donc, qui vont être versés ou facturés au fil de l'eau pour reconnaître en temps réel les dynamiques d'activité. Donc ça va concerner les éléments sur la liste en sus, pour les molécules onéreuses et les recettes, issues de l'activité sur lesquelles on va revenir, plus en détail par la suite. Donc ça, on est sur des enveloppes, on est sur les recettes liées à l'activité, on est sur des enveloppes, ouvertes. Donc on va détailler chacun des compartiments. Donc on va commencer par dans le sens inverse de ce que je vous ai présenté, dans l'architecture globale du modèle. On va commencer par le compartiment activité. Donc comme j'ai dit, hein, c'est financer l'activité au fil de l'eau pour prendre en compte les dynamiques d'activité, en prenant en compte une meilleure prise en charge des patients. On aura l'occasion de revenir plus en détail dans la deuxième partie sur les principes de construction, mais cette enveloppe, hein, représente 50 des recettes qui sont historiques, qui sont propres à chaque secteur et sur la partie hospitalisation, donc c'est un des principes de construction qui vont reposer sur la classification médico-économique qui a été développée par l'ATH. Sur les types de prestations, on va en retrouver, plusieurs, moins nombreuses que sur le champ MCO tout de même. Donc on va retrouver les tarifs, GMT, hein, qui financent les séjours d'hospitalisation complète et les journées d'hospitalisation partielle. Les suppléments de transport qui sont facturables en sus, des GMT et pour le secteur exaf, les actes et consultations externes. Les modalités d'application, donc ça va être, différentes pour secteur puisque qui est équivalente à ce qu'on trouve sur le champ MCO, ça à savoir des arrêtés versements pour le secteur exaf et une facturation directe à l'assurance maladie pour le secteur exoqn, sur lequel aussi on aura le temps de revenir dans la troisième partie. La deuxième brique, donc c'est la liste en sus, hein, aussi qui est une enveloppe ouverte avec un financement, au fil de l'eau. Donc sur les modalités d'application, on va retrouver les mêmes dispositifs que sur les GMT et les suppléments, transport. L'objectif, pour la liste en sus, hein, c'est de faciliter la prise en charge des patients nécessitant des traitements spécifiques et onéreux, qui ne peuvent être financés par les autres prestations, en fait, qui sont mises en place, à savoir, les tarifs, GMT. Voilà, du fait d'une administration assez hétérogène entre les patients pour une même prise en charge. Donc, dans cette liste en sus, on va retrouver, différents éléments. La liste en sus, qui est applicable sur le champ MCO, une liste en sus spécifique, au champ SMR et la liste AP-AC qui, sur les dispositifs innovants. Les modalités d'application, donc, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les mêmes que pour les GMT. Donc ensuite, on va rentrer dans les briques, dotation, donc avec notamment donc la dotation, populationnelle. Il y a un objectif de mettre en relation, le financement avec le besoin de prise en charge, en SMR, à partir des caractéristiques territoriales et de réduire les inégalités territoriales. Sur les modalités d'application, donc c'est en 2 temps. Il va y avoir une délégation déjà gérée par le niveau national entre les régions via un modèle permettant de rattraper les inégalités entre les régions, avec uniquement, des modulations de mesures nouvelles pour permettre le rattrapage entre les régions. Et ensuite, dans un second temps, qui sera géré à la main des ARS, dans le cadre, des comités d'allocation de ressources, sur la délégation entre établissements à partir de l'enveloppe régionale qui aura été déterminée au niveau national. Les principes de construction, donc la dotation populationnelle initiale, elle est définie sur la base des recettes, historiques, des adultes étant donné l'existence de la dotation pédiatrique, avant toute modélisation, notamment par le modèle de rattrapage, au niveau national qui permet la péréquation entre les régions. Cette dotation populationnelle va intégrer aussi, 50 des mesures des revalorisations salariale, l'autre moitié étant intégrée dans le compartiment activité, qui a été présenté précédemment.
Sur la modélisation nationale, hein, qui va permettre donc le modèle de rattrapage entre les régions, elle va inclure plusieurs volets, hein. Un volet de proximité qui va être alloué sur des bases de caractéristiques démographiques et de nombre de séjours de MC faits en MCO de chacun des territoires et des volets caractérisant les besoins sur les offres de recours infrarégionales, donc là par spécialité, médicale à partir de l'état de santé des populations qui est déterminé à partir des cartographies des pathologies développées par la CNAM. Sur la dotation suivante, donc c'est la dotation, pédiatrique. Donc là, cette dotation-là a un objectif, hein, de garantir la stabilité des ressources allouées aux établissements autorisés, à la mention pédiatrie. En termes de principe de construction, cette dotation pédiatrique, elle a été construite, hein, afin de maintenir les recettes historiques, hein, des établissements pour, la prise en charge des patients de moins de 18 ans. Donc un compartiment un peu spécifique puisque là on est sur les plateaux techniques spécialisés. Donc les plateaux techniques spécialisés, hein, ça va fonctionner, via une enveloppe ouverte qui va être un forfait annuel en fonction de chaque équipement dont dispose l'établissement. Donc son objectif, hein, c'est de prendre en charge, hein, enfin la mise à disposition d'un plateau technique et d'équipements spécialisés, parfois en lien avec les obligations qui sont mentionnées dans les décrets d'autorisation. Et ce financement, pour chaque plateau, fait l'objet d'un financement dédié, notamment afin d'éviter les investissements en dents de scie. Donc, comme j'ai dit, sur les principes de construction, chaque plateau dispose d'un modèle de financement dédié sur la base de forfaits adaptés, aux spécificités de chaque plateau. Donc on a aujourd'hui, 6 plateaux, techniques que je vais pas lister, mais que vous pouvez retrouver dans le diaporama. Sur les modalités d'application, le recensement des plateaux techniques spécialisés est fait, par les ARS et tient compte bien évidemment des équipements qui sont en place dans chaque établissement chaque année, en fonction d'un cahier des charges qui a été défini et l'allocation de crédit, comme je l'ai dit, se fait via un forfait, annuel qui est notifié par le DG d'ARS. On va ensuite passer sur, l'enveloppe, MIGAC, donc on va commencer par ce qui était déjà existant, donc c'est hors activité, d'expertise. Donc, l'objectif, hein, de ces dotations, c'est d'assurer le financement spécifique à des missions indispensables à l'amélioration de l'état de santé de la population et ne pouvant être pris en compte, dans le compartiment activité. Donc sur les principes de construction, aujourd'hui, on a pas mal de reconductions d'enveloppes, qui existaient déjà, auparavant et qui étaient en dotation MIG, notamment l'accompagnement à la scolarisation des enfants hospitalisés, la réinsertion professionnelle, la rémunération des internes et l'hyperspécialisation. On a aussi la prise en compte du financement en dotation des UCC, à partir du nouveau modèle en totalité en MIG, puisque sur le financement historique, depuis 2017, avec le passage en DMA, ce financement était fractionné entre la dotation annuelle de financement et la MIG, selon le 90 10 qui avait été acté à l'époque de la mise en place de la DMA. Et on a aussi la reconduction donc des crédits AC reconductibles, de chacun des établissements, dans l'enveloppe MIGAC hors activité d'expertise. Alors ensuite, toujours dans les MIGAC, il y a aussi les activités d'expertise, donc qui est un peu la nouveauté, hein, une des nouveautés dans le nouveau modèle de financement, avec un objectif d'introduire cette notion d'activité d'expertise, dans la réforme des autorisations afin de structurer une offre plus spécialisée, sur la base de cahiers des charges, nationaux. Une activité d'expertise, elle est définie quand elle concerne un nombre limité de patients qui nécessite des compétences, des équipements, un plateau technique ou une organisation spécifique, qui n'a pas vocation à être portée par tous les établissements. Elle est définie par un arrêté qui a été pris le 15 mai 2023 qui fixe la liste de ces prises en charge et les cahiers des charges sont, détaillés dans la note d'information de la DGOS du 3 novembre 2023. Aujourd'hui, on a 12 activités, d'expertise. Chaque activité doit faire l'objet d'une reconnaissance, contractuelle à venir, entre l'établissement et l'ARS afin de déclencher le financement. Sur les principes de construction, c'est un peu comme les plateaux, chaque, plateau technique, chaque activité va avoir son modèle de financement dédié sur la base de forfait à ses spécificités.
Donc le financement de ces activités, elle permettra de compléter le financement qui n'est pas inclus dans les autres compartiments et notamment le recettes issues de l'activité et de prendre en compte, les surcoûts qui ne seraient pas pris en compte dans le financement, à l'activité. Donc sauf pour 2 activités d'expertise qui sont les EVC-EPR et les équipes mobiles, dont là, le financement est véhiculé à 100 par l'activité d'expertise dédiée. Enfin, la dernière boîte, hein, du modèle, c'est IFAC. Donc là, on n'a pas trop détaillé cette brique-là parce qu'elle est mise en place depuis un certain nombre d'années et puis vous pouvez retrouver les éléments dans l'arrêté annuel qui est publié chaque année sur IFAC. Voilà, on n'a pas détaillé plus que ça parce que IFAC nécessiterait une présentation quasiment en tant que telle. Donc l'objectif, hein, c'est bien d'intégrer dans les modalités de financement, un dispositif qui prend en compte certains indicateurs afin de mettre en place des plans d'amélioration de la qualité dans les établissements de santé. Donc voilà pour la présentation de l'ensemble des briques. Dans cette slide-là, par rapport au versement, on a essayé de vous résumer, hein, pour chacune des briques, en fait, pour chaque secteur de financement, la mé la les en fait, ce qu'on appelle la tuyauterie, en fait, hein, pour verser les recettes aux établissements. Donc on va commencer sur la partie, activité, puisque là, on a une différence, notable entre les secteurs de financement. Donc pour la partie, EXOQN, ça va être une facturation directe aux organismes de l'assurance maladie, alors que pour les établissements EXAP, ce sera, véhiculé via des arrêtés de versement. Sur les autres parties, des briques, hein, qui vont concerner les dotations et les plateaux techniques spécialisés, on va être dans le cas de soit de notification ARS dans le cadre des circulaires budgétaires, soit d'une notification ARS quand il s'agit de forfaits, annuels, notamment pour les plateaux techniques spécialisés. Voilà, on a terminé, la présentation sur cette première partie. Donc on va prendre, quelques questions. Donc on a une première question donc sur, la manière dont sont financées en fait, les mesures, salariales dans le cadre du Ségur. Donc donc pour préciser ce point-là en fait, ces crédits-là en fait sont ventilés dans 2 boîtes du dispositif, à hauteur de 50 pour chacune de ces boîtes. Donc, à travers la dotation populationnelle au titre de 50 de ces mesures et au travers des tarifs, GMT pour, l'autre moitié de ces mesures. Et donc on a une deuxième question toujours sur les mesures Ségur en fait, c'est, par rapport au on aura l'occasion d'y revenir, hein, parce qu'on va repréciser les éléments, mais sur le calcul de la dotation de transition qui était basée sur l'exercice 2022. Où est-ce qu'on pouvait, retrouver les crédits, donc les mesures Ségur, pour chacun des établissements dans la fiche de restitution. Donc, bah, sur la partie activité, hein, c'est inclus dans la valorisation de l'activité qui fait, l'objet d'une restitution dans les fiches et pour la partie dotation populationnelle, on a bien isolé ces crédits-là dans le cadre de la restitution. Alors, on a une autre question en fait sur, l'évolution, du compartiment plateau technique, spécialisé dans le temps. D'une part, il y aura le recensement des différents plateaux qui sera fait de manière annuelle, par les ARS pour, déclencher le financement
Et d'autre part, en fait, les forfaits, sont, le cas échéant, modifiés, chaque année et sont portés par, les annexes de l'arrêté, tarifaire qui est publié, au 1er mars. Donc on a une autre question en fait sur les compartiments, donc sur les crédits Ségur et RH, je pense qu'on a déjà répondu. Sur les crédits non reconductibles, donc dans les crédits non reconductibles, donc sur les fiches de restitution, hein, de la dotation de transition, ces crédits-là, ils sont bien isolés. Voilà, donc c'est des crédits qui sont isolés par établissement, dans un compartiment que j'ai pas repris, mais en fait, ce sera dans l'enveloppe, MIGAC, où il y aura les crédits, non reconductibles de chaque établissement. Voilà, sachant que, voilà, effectivement, année par année, en fait, le principe de ces crédits-là, c'est qu'ils sont pas pérennes, et donc ils peuvent bouger d'une année, sur l'autre. Oui, donc on a une dernière question qu'on va prendre. En fait, c'est sur la répartition, donc on va revenir dans la présentation, je vais revenir sur sur l'architecture globale du modèle. En fait, donc c'est ce qu'on va c'est l'élément de réponse qu'on va retrouver dans le point d'interrogation, en fait. C'est pourquoi on n'a pas affiché, le poids des différents compartiments. Donc il y a bien un poids des différents compartiments, qui est défini, au niveau national. Donc par exemple, je vous ai repris, on a présenté tout à l'heure le fait que les recettes, issues de l'activité, représentaient, 50 des recettes propres à chaque secteur. Après ce poids-là, en fait, on l'a pas mis parce que par établissement, en fait, il s'observe pas forcément, en fait, quand on décline le modèle, par établissement. Puisqu'en fait, tous les établissements, ne vont pas forcément avoir l'ensemble des briques, hein, qui sont liées au modèle. Donc ce poids-là, en fait, il peut varier, entre les établissements. On observe cette dispersion-là, bien que, voilà, en moyenne, je redis, hein, vous allez, sur l'activité, en moyenne nationale, on est bien à 50. Après, par établissement, ça peut varier d'un établissement à l'autre. Voilà, donc on va passer à la pour tenir le timing, on va passer à la deuxième partie de la présentation. Donc je vais passer à la parole à Florent Monnier. Voilà, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais on le fera dans le cadre de la foire, aux questions. Bonjour à tous. Florent Monnier, je vais vous présenter la valorisation, enfin, je vais vous présenter des éléments sur la valorisation de l'activité d'hospitalisation, donc la valorisation par les GMT et par les suppléments transport. Alors, les principes du financement à l'activité, vous les connaissez sans doute déjà, c'est d'introduire une mesure de l'activité de l'établissement pour le financer. Alors pour faire cela, on va estimer, le poids on va d'abord estimer le poids économique, de chacune des activités et puis on va prendre en compte aussi le volume d'activité des établissements. Alors on a mis un exemple, tout à fait trivial, hein,
sur la problématique de l'estimation du poids économique, en fait. Si on prend l'exemple des prises en charge en AVC, si on compare deux établissements, si on a un établissement qui a une activité basée, par exemple, sur les arthroses du genou, il va avoir un financement moins important à volume de prise en charge égal qu'un établissement qui aurait une activité basée sur les prises en charge des AVC avec tétraplégie. Parce que voilà, les prises en charge des AVC avec tétraplégie engendrent des charges plus importantes pour l'établissement. Et donc voilà, c'est ce qu'on prend en compte quand on estime le poids des différentes activités. Pour la prise en compte du volume, la rémunération des établissements s'effectue à l'aide d'une unité de financement assez fine qui va être le séjour en hospitalisation complète et la journée en hospitalisation partielle. Donc, la valorisation de ces unités de financement, elle s'appuie sur des paramètres d'une grille tarifaire donc qu'on construit. Et la construction des paramètres de cette grille, elle repose sur des outils qui sont eux-mêmes construits autour des unités de financement. Donc les différents outils qui vont permettre la construction de cette grille tarifaire, ce sont la classification, l'échelle de pondération et les zones forfaitaires. Donc on va revenir sur chacun de ces outils. D'abord sur la classification. Donc la classification en groupes médico-économiques. En hospitalisation complète, la classification regroupe des séjours au sein de groupes médico-économiques. Donc, en fait, on prend l'entièreté de l'activité, enfin des séjours qu'on va venir scinder. Donc d'abord, un découpage de cette activité en groupe nosologique, c'est un découpage qui est purement médical. Et puis, enfin, donc, du coup, on récupère plusieurs groupes nosologiques et chacun de ces groupes nosologiques vont également être découpés. Donc d'abord, dans des groupes de réadaptation, on va avoir des groupes de réadaptation pédiatriques, un groupe de réadaptation pédiatrique si l'activité pédiatrique est suffisante, et des groupes de réadaptation en fonction du niveau de réadaptation. Donc, on va retrouver un groupe de réadaptation spécialisé important, un groupe de réadaptation global important et un groupe de réadaptation faible. Ensuite, ces différents groupes de réadaptation, les séjours, dans ces groupes de réadaptation, les séjours vont être découpés en groupes de lourdeur, donc 3 groupes de lourdeur A, B ou C en fonction des scores de dépendance et de l'âge principalement. Et ces différents groupes de lourdeur vont être découpés en groupes de sévérité, donc 2 groupes de sévérité, 1 ou 2 en fonction des comorbidités associées. Ce qui aiguille le découpage en groupes médico-économiques, c'est principalement la durée de séjour, puisqu'on va chercher à créer des groupes, des groupes qui vont être, qui vont contenir des séjours qui vont être homogènes en termes de durée. Et par construction, à l'intérieur d'un même groupe de réadaptation, on va trouver une hiérarchie des durées de séjour entre les niveaux de lourdeur et entre les niveaux de sévérité, puisque ces niveaux de lourdeur traduisent, enfin ces niveaux de lourdeur et ces niveaux de sévérité traduisent un allongement des durées de séjour. En hospitalisation partielle, la classification regroupe cette fois-ci des RHA, là encore au sein de groupes médico-économiques. On retrouve une première subdivision en groupe nosologique qui est une subdivision médicale. Puis en dessous du groupe nosologique, on va retrouver une subdivision en fonction des scores de réadaptation. Donc là encore, on va retrouver
des GME pédiatriques et puis des groupes en fonction de l'intensité de réadaptation, donc très intense, intense ou modéré, ou si ce n'est pas possible de scinder en fonction de l'intensité de réadaptation, on va retrouver un groupe indifférencié. En hospitalisation complète, on n'a pas de segmentation de l'activité en fonction des groupes de lourdeur ou des groupes de sévérité. Donc, tous les GME vont avoir un groupe de lourdeur A et un groupe de sévérité 0. Donc ça, c'était la classification en groupes médico-économiques. Pour le financement, en fait, on va découper de nouveau cette classification pour obtenir des groupes médico-tarifaires, donc des GMT. Donc le découpage, enfin les découpages qu'on va opérer pour obtenir les groupes médico-tarifaires, ils sont assez modestes, puisqu'en fait, on va reprendre les groupes médico-économiques. Et puis, on va séparer, en fait, au niveau des groupes nosologiques, les séjours qui ont un mode de sortie avec transfert, décès ou mutation et qui durent moins de 8 jours. Ces séjours-là, on va les placer dans un GMT particulier qui va être, enfin voilà, on va avoir un GMT par groupe nosologique qui va regrouper au sein du groupe nosologique ce type de séjour. Donc ça, c'est un des premiers découpages en GMT, donc en hospitalisation complète. En fait, euh, tous les GME vont être découpés en. Enfin, voilà, on va avoir le GME de base. Enfin, sur chaque GME, pardon, on va avoir un GMT qui correspond au GME de base et un GMT qui correspond au séjour avec transfert d'essai mutation de moins de 8 jours. On va avoir aussi un autre découpage sur les soins palliatifs pour mieux prendre en compte enfin, pour grader en fait la valorisation de ces activités. Donc, une fois qu'on a notre classification en GMT, on va construire en fait, une échelle de pondération, c'est-à-dire qu'on va associer à chaque GMT un poids économique qui a pour objectif de mesurer les moyens mis en œuvre dans le cadre d'une prise en charge moyenne des séjours au sein de ces GMT et qui permettent de hiérarchiser ces GMT entre eux. Voilà, on va avoir des GMT avec des poids différents en fonction des moyens pris en charge, des moyens mobilisés pour la prise en charge. Donc, conformément au principe de construction de la classification, on va avoir une hiérarchie qui va s'observer au sein des groupes de réadaptation entre les niveaux de lourdeur et les niveaux de sévérité. Donc, une hiérarchie de ces poids économiques qui vont être calculés pour chacun des GMT. Donc voilà, c'est l'objet du schéma, en fait, en termes de poids économique, dans un même groupe de rééducation, pour un même niveau de lourdeur, on va avoir les niveaux 2 qui vont avoir un poids économique supérieur au niveau 1. Et puis pour un même niveau de sévérité, on va avoir les groupes de lourdeur C qui vont avoir un poids économique supérieur au groupe de lourdeur B, eux-mêmes supérieurs au groupe de lourdeur A. Cette hiérarchie, donc, elle s'observe en termes de poids économique sur l'échelle de pondération. Cette échelle de pondération, on va le voir plus loin, elle va nous permettre de calculer les paramètres de la grille tarifaire, et ces paramètres vont nous permettre de valoriser les séjours. Et le calcul pour le calcul de ces paramètres de la grille tarifaire, on a conservé la contrainte que la valorisation moyenne, une fois qu'on utilise ces paramètres de la grille, reflète directement la hiérarchie de l'échelle tarifaire. Donc, quand on va valoriser les séjours au sein des GMT avec les paramètres de la grille tarifaire, on va retrouver cette hiérarchie en moyenne au séjour. Donc, il faut bien valoriser l'ensemble des séjours et regarder la valorisation moyenne pour obtenir une hiérarchie. Voilà, on voulait insister là-dessus parce que quand on regarde en fait quand on va regarder dans la grille tarifaire les différents paramètres des GMT, on ne va pas forcément retrouver cette hiérarchie entre les paramètres, puisque voilà, cette hiérarchie, elle se retrouve en moyenne, uniquement au séjour.
Alors, un autre outil, alors cette fois-ci qui sur l'hospitalisation complète, pardon, c'est les zones forfaitaires. Les zones forfaitaires, elles permettent en fait de découper, enfin elles permettent de valoriser le séjour en fonction de la durée, en fonction de sa durée, pardon. Donc elles sont fixées en fonction des durées de séjour. Donc au sein d'un même GMT, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher une zone de 3 semaines qui va rassembler au moins 50% des séjours du GMT. Donc si on arrive à trouver cette zone qui rassemble au moins 50% des GMT, on va dire que le GMT est forfaitisable et alors, on va lui associer une zone forfaitaire qui va être étalée sur 3 semaines avec 3 forfaits différents pour chacune des semaines. Si ce calcul n'aboutit pas, en fait, si on n'arrive pas à trouver une zone de 3 semaines qui rassemble au moins 50% des séjours du GMT, eh bien, on va dire que le GMT n'est pas forfaitisable et alors on va lui associer une zone forfaitaire de seulement une semaine. Et cette zone forfaitaire, elle va être, elle va s'appliquer en fait autour de la durée moyenne de séjour du GMT. On a une règle de cohérence à l'intérieur du GN qui dit que si on trouve en fait à l'intérieur d'un GN un GMT qui est forfaitisable, donc qui a au moins 50% de ses séjours dans une même zone de 3 semaines, alors dans le même GN, les GMT qui n'ont pas 50% des séjours, mais qui ont au moins 45% de leurs séjours dans une semaine dans une zone pardon, de 3 semaines, sont eux aussi forfaitisables. Donc en hospitalisation complète, on va retrouver des GMT sans zone forfaitaire. Donc on verra dans la grille tarifaire, mais on définit un début et une fin de zone forfaitaire. Et ces GMT-là, ils ont un début de zone forfaitaire égal à la fin de zone forfaitaire, donc ce qui correspond à pas de zone. Ce sont les GMT qui correspondent à un GM de pédiatrie, les GMT de soins palliatifs et puis nos GMT qui rassemblent les séjours avec un mode de sortie, transfert, décès ou mutation qui font moins de 8 jours. On vous a mis une liste d'abréviations. Je vais peut-être passer rapidement parce que je pense que c'est les mêmes abréviations que pour la DMA et vous les connaissez. Donc, une fois qu'on a nos zones forfaitaires, notre échelle de pondération et puis notre classification en GMT, on est capable de construire donc notre grille tarifaire, donc les différents paramètres de la grille tarifaire. En fait, on va prendre le poids économique qu'on a associé au GMT et on va le décliner en différents paramètres. Donc, 3 paramètres sur la zone forfaitaire, enfin, 1 ou 3 paramètres sur la zone forfaitaire en fonction du fait que le GMT est forfaitisable ou non forfaitisable, 2 paramètres en zone basse et un paramètre en zone haute. Pour construire ces paramètres, on se pose 2 contraintes. La première, ça va être de rentrer dans une enveloppe prédéfinie. Et la deuxième, j'en ai déjà un peu parlé avant, ça va être de conserver en valorisation moyenne la hiérarchie qu'on observe sur l'échelle de pondération. Donc voilà, c'est les valeurs de la grille en 2023, elles ont été construites de telle sorte que la valorisation de l'activité de 2023 par les tarifs et les coefficients de 2023 du nouveau modèle correspondent à une enveloppe qui a été définie pour la construction. On va insister sur un point, c'est que ces tarifs-là, ils ne sont pas comparables avec les tarifs de la DMA, on va y revenir ensuite. Même s'ils reposent sur la même nomenclature de GMT, car les tarifs de la DMA, ils ont été construits sur la base d'une activité qui est plus ancienne, donc qui est l'activité de 2019, qui encore aujourd'hui était plus volumineuse que l'activité qui a été utilisée pour construire les nouveaux tarifs, donc qui menait à des tarifs disons, proportionnellement plus faible, et c'est pour ça qu'il y avait jusqu'à maintenant un mécanisme de garantie de financement qui avait été mis en place pour sécuriser les recettes des établissements en perte d'activité. 2
Donc l'enveloppe qui nous permet de calculer les paramètres de la grille tarifaire, donc c'est l'enveloppe, donc c'est voilà, vous avez l'enveloppe assurance maladie qui correspond au poids du compartiment activité dans le nouveau modèle et par secteur. Donc sur le secteur XDAF, c'est 50% de l'OD moins les actes et consultations externes moins les suppléments transport. Sur le secteur OQN, ça va être 50% de l'OD plus 50% des honoraires moins les suppléments transport. Donc, faut bien voilà, on peut noter là que, en fait, il y a 50% des honoraires qui sont inclus dans le tarif, car le tarif est tout compris et on va le voir plus loin. Ensuite, on calcule un coefficient honoraire pour, retrancher, ces honoraires le cas échéant. Donc sur la comparaison à la DMA pour expliciter un peu plus le fait que, voilà, les tarifs nouveaux modèles et les tarifs de la DMA ne sont pas comparables. Donc on a des différences sur, l'année de construction des tarifs, puisque sur la DMA, on était sur 2019 pour les tarifs nouveaux modèles, on est sur l'année 2022. On a les parts de l'enveloppe, puisque la DMA correspondait à des tarifs à 100% auxquels on appliquait une fraction de tarif de 10%. Là, on est sur une enveloppe qui représente 50% de l'OD auquel on retranche, enfin, donc du coup sur le secteur OQN, plus 50% des honoraires et auquel on retranche les transports. On va avoir une différence sur, le périmètre de charge puisque, en DMA, les tarifs n'intégraient pas, les revalorisations salariales qui figuraient dans une HAC et dans la DAF. Alors que sur le nouveau modèle, ils intègrent directement l'OD, donc on va avoir 50% des revalorisations salariales directement dans les tarifs. On avait une majoration pédiatrique pour la DMA qui n'existe plus sur la valorisation de nouveaux modèles avec la mise en place d'une dotation pédiatrie. En DMA, on valorisait les séjours de VCEPR, ce n'est plus le cas dans le nouveau modèle puisque ces séjours-là sont valorisés via une activité d'expertise. Et puis sur les séjours d'hospitalisation complète non clos, on avait un système d'avance sur la DMA qui n'existe plus aujourd'hui et qui est remplacé par un dispositif de valorisation des séjours longs. Donc maintenant sur la valorisation, une fois qu'on a notre grille tarifaire et nos tarifs associés, on va valoriser donc en hospitalisation complète les journées des RHA. En fait, chaque journée de présence dans un même RHA a le même GMT au cours de la semaine calendaire et la valorisation se fait par le tarif de zone forfaitaire. Alors sur l'hospitalisation complète, il n'y a pas de zone forfaitaire et ce tarif correspond à un tarif journalier, pardon. Et donc il y a simplement à multiplier par le nombre de journées de présence pour obtenir la valorisation du RHA. En hospitalisation complète, on va retrouver trois types de GMT, donc les GMT forfaitisables, les GMT non forfaitisables, et puis les GMT sans zone forfaitaire, qui vont avoir des modalités de valorisation un petit peu différentes. Sur les GMT forfaitisables et non forfaitisables, donc les modalités de valorisation sont mixtes, puisqu'on va retrouver un forfait et une valorisation journalière. Donc au niveau du forfait, alors qu'on soit sur un GMT forfaitisable ou sur un GMT forfaitisable, ça va être un petit peu la même chose. On va retrouver un tarif de zone forfaitaire, ce qui signifie que dans une même zone forfaitaire, en fait, deux séjours qui auraient des durées de séjour différentes, mais dans la même zone forfaitaire, vont obtenir une valorisation identique qui va être égale au tarif de la zone forfaitaire. Donc ça, sur les GMT forfaitisables, il n'y a qu'une seule semaine. Sur les GMT non forfaitisables, pardon, il n'y a qu'une seule semaine. Sur les GMT forfaitisables, il y a 3 semaines, auxquelles on associe trois tarifs différents qui sont gradués. Mais voilà, enfin, la valorisation, ça se passe de la même façon. Quand on va être pour les séjours qui vont figurer dans la zone basse, donc
pour lesquels la durée de séjour est inférieure au début de la zone forfaitaire. En fait, ces séjours vont être valorisés. On va avoir une valorisation qui va être un petit peu différente de la valorisation qui était pratiquée en DMA, puisque en DMA, en fait, on partait d'une valeur socle et on ajoutait des suppléments. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a dû adapter par rapport au système d'information de la CNAM, notamment pour la prise en compte des forfaits journaliers hospitaliers. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va partir d'une valeur qui va être égale au TZF1, en fait, au tarif de la première zone forfaitaire. Donc, le TZB, donc le tarif de la zone basse, il va être égal au tarif de la première semaine de la zone forfaitaire. Et à partir de cette valeur-là, on va retrancher des SZB, donc des suppléments zone basse. Et puis en zone haute, en fait, on va partir de la valeur du dernier forfait, donc du troisième forfait si le GMT est forfaitisable et du forfait si le GMT est non forfaitisable. Et puis on va ajouter des suppléments zone haute. Donc on va rajouter pour chaque journée de présence au-delà de la fin de zone forfaitaire, un supplément zone haute. Pour les GMT qui n'ont pas de zone forfaitaire, les modalités sont journalières, donc la valorisation, elle se fait comme pour l'hospitalisation complète, à la journée, on multiplie le nombre de journées de présence par le TZ, enfin par le tarif de zone forfaitaire qui va avoir une valeur journalière. Alors, sur ces schémas, on a mis une borne haute qui est une borne à J90, parce qu'en fait, la valorisation intègre un dispositif de valorisation des séjours, des séjours particulièrement longs. Donc, c'est l'objet des slides suivantes. Donc, la raison de ce dispositif, c'est que voilà, enfin, on a des séjours dont les durées peuvent atteindre plusieurs mois. Et lorsque le financement se fait en flux direct, le financement au séjour peut impacter la trésorerie des établissements et des professionnels de santé libéraux intervenant auprès des établissements, donc auprès du patient. Donc on a voulu prendre ça en compte et donc on a mis en place un dispositif qui soit compatible avec la facturation directe. Donc on définit un seuil à 90 jours qui va nous permettre de valoriser les séjours qui font plus de 90 jours. En fait, sur ces séjours-là, on va avoir un premier groupage. En fait, pour ces séjours-là, pardon, on va avoir deux groupages. Un groupage qui va être basé sur les données des 90 premiers jours et qui va nous permettre de valoriser ces 90 premiers jours. Puis, on va avoir un deuxième groupage qui va permettre de valoriser les journées au-delà des 90 premiers jours, des 90 premiers jours. Donc, la valorisation des 90 premiers jours, elle se fait selon les règles de valorisation qui ont été présentées dans la slide précédente. Donc, on arrête la valorisation à 90 jours. Donc, on part du tarif de la zone forfaitaire et on ajoute le nombre de suppléments qui correspond entre le 90e jour et la fin de la zone forfaitaire. Ça permet d'effectuer une première facturation à 90 jours et une fois cette facturation faite, tous les RHA suivants peuvent être facturés sur la base du GMT2 qui permet de facturer les journées au-delà de ce J90. Voilà, ça reprend un petit peu les éléments que j'ai évoqués, sachant que voilà, le GMT, pour valoriser les journées au-delà de 90 jours. Donc, il faut qu'il se débrouille pour compléter, à compléter un peu. Un retour de son dans le casque.
Alors, du coup, c'est pour ces GMT dits hebdomadaires qui permettent de valoriser les journées au-delà de 90 jours, on est sur une valorisation donc journalière et donc on va retrouver les mêmes règles de valorisation que pour les GMT sans zone forfaitaire. Donc une valorisation journalière, on va avoir un tarif de zone forfaitaire qui va correspondre à une valeur journalière et donc on va multiplier par le nombre de journées de présence. Donc voilà pour la valorisation par les GMT. En ce qui concerne les suppléments transport, juste une slide pour dire que ces suppléments sont facturables en sus des GMT. Ils sont facturés selon la même périodicité que les GMT. Donc pour les séjours qui font 90 jours ou moins, si le séjour n'est pas clos, il n'y a pas de facturation possible. Par contre, si le séjour est clos, la facturation des suppléments transport se fait à la clôture du séjour. Pour les séjours de plus de 90 jours, donc on va être sur la même périodicité que pour les GMT, donc avec une facturation des transports possibles à J90, et puis pour les transports sur les journées au-delà du 90e jour, une facturation par RHA. Donc sur les suppléments transport, on retrouve les mêmes suppléments qui existaient déjà. Donc le supplément ST4 qui correspond au supplément transport de transfert définitif, donc qui sont facturables une seule fois à la fin du séjour. Le ST5 qui correspond au supplément transport pour transfert provisoire, qui sont facturables plusieurs fois au cours d'un séjour. Et le ST6 qui correspond au supplément transport pour les permissions, qui également sont facturables plusieurs fois au cours du séjour. Alors, on a des coefficients qui vont venir s'appliquer à la valorisation par les GMT. Ils sont fixés de manière annuelle, donc au 1er mars, comme pour les tarifs. Et on a le coefficient honoraire en particulier qui est notifié par le DG d'ARS à chaque établissement. Donc les coefficients qu'on va retrouver, ça va être les coefficients géographique qui a une application régionale et qui vise à prendre en compte les surcoûts spécifiques constatés au sein de certaines régions, donc des surcoûts immobiliers, salariaux ou fiscaux. On a un coefficient prudentiel qui s'applique de façon nationale, donc identique pour tous les séjours. Donc c'est un coefficient qui a pour but de permettre la mise en réserve de crédit afin de prévenir un risque de dépassement de l'Ondam. Un coefficient de reprise qui s'applique en fonction du statut juridique de l'établissement. Et c'est un coefficient qui vise à minorer les tarifs nationaux des prestations pour prendre en compte les effets qui sont générés par les dispositifs d'allègement fiscaux et sociaux. Un coefficient Ségur, donc un coefficient RH qui s'applique là aussi selon le statut juridique de l'établissement et qui vise à moduler les tarifs nationaux pour prendre en compte les effets induits par le dispositif de revalorisation salariale. Un coefficient honoraire, donc là qui est spécifique à chaque établissement et qui permet d'éviter un double paiement puisque, on l'a dit, les honoraires sont compris dans les tarifs. Donc ce coefficient, il vient permettre de diminuer le tarif de la quote-part d'honoraires qui a été facturé directement à l'assurance maladie. Et un coefficient de spécialisation donc, qui est neutralisé, donc qui s'applique mais qui n'a pas d'effet. Donc voilà, ce coefficient-là, il a été neutralisé avec la dernière version de classification, puisque cette version de classification permettait de mieux prendre en compte la spécialisation, l'activité spécialisée, pardon. Voilà, il faut savoir que ces coefficients, pour des raisons, encore une fois, d'architecture informatique au niveau de la CNAM, ils s'appliquent à la fois à la valorisation par les GMT, mais ils s'appliquent aussi au supplément transport. Et ça inclut les coefficients honoraires, reprises et RH. Donc tous ces coefficients-là, ils s'impliquent à la fois à la valorisation par les GMT et au supplément transport.
Alors, en ce qui concerne, petit focus hein, sur le coefficient honoraire. Donc, je l'ai dit, hein, l'objet du coefficient honoraire, c'est neutraliser par établissement la facturation en sus des honoraires dans la mesure où le tarif est tout compris. Pour rappel, la valorisation de l'activité par les tarifs et les suppléments transport, ça correspond à l'enveloppe 50% de l'OD plus 50% des honoraires. Donc voilà, on voit que là, les honoraires sont pris en compte dans les tarifs. Donc la contrainte, je l'ai déjà évoqué, le coefficient doit s'appliquer à la facturation en GMT et au supplément transport. Voilà, il peut pas être différencié selon le type de prestation. Et le coefficient qu'on va appliquer, c'est un ratio. En fait, on va appliquer 1 plus ce coefficient qui correspond à un ratio où au dénominateur, on va retrouver la valorisation de l'activité par les tarifs et les suppléments transport. Et au numérateur, on va retrouver cette même valorisation auquel on retranche les 50% d'honoraires. Donc, par établissement, cette fois-ci, voilà, ce ratio-là nous permet de calculer le coefficient pour chaque établissement. Ce calcul, il est effectué chaque année au 1er mars pour s'adapter aux évolutions de l'activité et des honoraires de l'établissement. En ce qui concerne les règles de valorisation, donc on valorise l'activité par les tarifs GMT et les suppléments transport. On applique les différents coefficients qui ont été évoqués et on effectue un passage en dépenses assurance maladie selon les droits du patient en appliquant un taux de remboursement et en déduisant le cas échéant le forfait journalier hospitalier. Là, je vais repasser la parole à Clément sur la valorisation de l'activité. Oui, donc on va poursuivre sur cette partie-là. On prendra deux, trois questions parce que le temps passe vite et il faut qu'on tienne le timing. Par contre, les questions sont bien recensées hein, pour la FAQ, donc on va essayer de répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Donc sur le périmètre en hospitalisation partielle, donc voilà, il y a pas trop de difficultés hein, sur ce périmètre-là, puisqu'on on prend les journées de présence en compte de l'année N à la fois en termes de groupage et sur le financement qui est à la journée. Ensuite, ci-dessous, vous avez les exceptions en fait, enfin, les RHA qui sont transmis au cours de l'année et qui ne sont pas pris en compte dans la valorisation. C'est des éléments que vous retrouverez dans les guides aux valides qui sont publiés notamment pour la restitution du secteur exoQN pour 2023. Hospitalisation complète, voilà, donc là on est sur le séjour, donc c'est un peu plus complexe avec un groupage en séjour et un financement en séjour en prenant en compte le dispositif de financement des séjours longs qui a été exposé auparavant. Donc voilà, donc là on va illustrer un peu plus le groupage et la valorisation de l'activité, donc essentiellement sur l'hospitalisation complète, puisque comme on est sur un financement au séjour et que dans le cadre des transmissions PMSI, l'ensemble du séjour est transmis, y compris les journées qui ont été réalisées l'année précédente, on va faire un focus un peu particulier sur ces éléments-là. Donc là, on va déjà vous présenter. Donc il y a plusieurs schémas hein, que vous pouvez retrouver dans la présentation. On va peut-être pas toutes les détailler parce que c'est un petit peu long vu le temps imparti. Donc on va vous présenter spécifiquement en fait ce qui est pris en compte pour 2023, qui est l'année de démarrage hein, du modèle.
l'année à partir du fonctionnement en routine, en fait, qui aura lieu à partir de 2025 pour le secteur ExoQN. Donc sur les séjours, hein, dont la date de début est en année N, voilà, il n'y a pas trop de difficultés par rapport à la complexité du mécanisme. Voilà, il y a pas de valorisation, hein, sur les séjours non clos de moins de 90 jours. Par contre, si le séjour fait moins de 90 jours mais qu'il est clos, il y a bien une valorisation qui se fait à la clôture, une facturation à la clôture du séjour qui se fait donc en fonction du nombre de journées de présence, hein, du séjour. Donc là, le séjour est pris en compte dans sa totalité. Voilà, donc là, on va aller par rapport au dispositif séjour long. Donc là, vous allez retrouver le dispositif, voilà, que ce soit pour les séjours clos ou les séjours non clos. On va avoir le dispositif donc, par rapport au séjour long de plus de 90 jours. Donc dans le premier exemple, hein, voilà, vous avez les 90 premiers jours, voilà, avec une date de début en 2023. Et ensuite, il y a 20 jours qui vont être valorisés par semaine calendaire, comme ça a été présenté précédemment. Et pour les séjours non clos, bah là, on a mis un séjour qui se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a toujours les 90 premiers jours qui interviennent à partir du 2 juin 2023 et ensuite jusqu'à la fin de l'année, il y a 212 jours qui vont être valorisés ou facturés par semaine calendaire. Donc là, voilà, on va aborder le sujet plus complexe donc des séjours à cheval sur l'hospitalisation complète. Donc en 2023, voilà, c'est une année première année de mise en œuvre du dispositif. Donc par rapport à un financement au séjour, il y a la prise en compte de l'ensemble des journées du séjour transmis en 2023 qui est pris en compte. C'est un traitement qui est identique entre les secteurs et qui est effectué dans le cadre de la régularisation ex post. En 2024, il y a une prise en compte des journées 2024 uniquement en raison de la mise en place de la facturation directe. La mise en place de la facturation directe fait que les journées 2023 facturées en prix de journée ne peuvent pas faire l'objet d'une refacturation dans le cadre des séjours de 2024. Sur les 2025 et les années suivantes, on va passer en fonctionnement en routine, avec pour les séjours à cheval, les journées qui ont déjà fait l'objet d'une valorisation l'année précédente, qui ne sont pas pris en compte dans la valorisation du nouveau modèle l'année suivante. Donc on va présenter un exemple un peu plus précis par la suite. Donc si on prend l'année 2023, voilà, donc là on est sur sur des séjours à cheval entre 2 années. Donc là aussi, on a donc dans l'exemple 5, hein, c'est un séjour clos de plus de 90 jours et dans l'exemple 6, c'est un séjour clos de plus de 90 jours. Dans le premier cas, en fait, on a le 90e jour intervient en 2023, mais on valorise bien, en fait, l'ensemble des journées du séjour sur les 2 années et idem pour l'autre. Pour le séjour de l'exemple numéro 6, même si le 90e jour intervient l'année précédente, donc en 2022. Donc les deux exemples aboutissent à la même valorisation. La seule différence entre les deux exemples, c'est la date en fait où intervient le 90e jour, soit en N-1, soit en année N. Voilà, donc ensuite, voilà, je vais vous présenter on va passer directement. Donc vous aurez d'autres exemples hein, qui sont présentés dans la présentation. Au fonctionnement un peu en routine pour voir comment ça fonctionne. Donc là, en fait, c'est un même séjour, mais on va voir ce qui se passe en 2024 et on va voir ce qui se passe en 2025. Donc en haut de la diapositive, vous avez ce qui se passe en 2024 avec un séjour qui a débuté en 2024 qui fait plus de 90 jours. Donc il y a une facturation au 90e jour hein, qui intervient le 2 juin 2024 et ensuite il y a 212 jours jusqu'à la fin de l'année qui sont valorisés par le GMT hebdomadaire par semaine calendaire. Donc ce séjour-là se poursuit en 2025. Donc les journées dans le PMI, enfin en tout cas dans le PMSI, en fait, il y a une retransmission à la fois des journées 2024 et 2025, mais là, en termes de facturation, il n'y a pas de refacturation des journées 2024, donc il y a uniquement les journées 2025, avec 75 jours jusqu'à la clôture du séjour en 2025, qui fait l'objet d'une valorisation, donc toujours par le GMT hebdomadaire
donc qui permet de financer les journées au-delà de J90. Voilà, donc on voulait aussi attirer votre attention sur, un peu comme sur les tarifs, hein, c'est la comparaison avec la DMA. Donc on change de modèle, on change de dispositif, donc les comparaisons ne sont pas toujours possibles. Donc voilà, donc notamment on est sur aussi des changements de modalité entre un financement au séjour ou des prix de journée qui étaient facturés à la journée. Donc dans le cadre de l'ancien modèle en 2023, voilà, il y a eu aussi on a mis fin aussi au dispositif DMA. Donc les séjours non clos ont été valorisés comme s'ils étaient clos pour mettre fin au dispositif, notamment au dispositif d'avance qui a été mis en place dans le cadre des séjours non clos, et les prix de journée qui étaient facturés en fonction des journées de 2023. Sur le nouveau modèle, on est au séjour et il faut prendre en 2023 aussi, comme on vous l'a présenté préalablement, en fait, le lancement de la réforme. Donc dans le cas de la DMA et des PJ, hein, ça va être un versement à l'euro, alors que dans le cadre du nouveau modèle, voilà, c'est une prise en compte dans le cadre de la régularisation ex post qu'on va vous présenter dans la troisième partie. Donc voilà, donc les comparaisons, c'est comme pour les tarifs, hein, l'activité prise en compte entre les deux modèles n'est pas comparable. On va prendre deux questions peut-être qui ont été posées, les autres. Donc oui, on avait plusieurs questions. On a vu plusieurs questions sur les GMT d'hospice partiel par des incohérences tarifaires donc, qui sont notamment remontées par les fédérations et qui ont fait l'objet d'échanges dans les groupes techniques. Donc sur des tarifs qui n'étaient pas hiérarchisés en fonction du niveau de rééducation. Avec pour l'hospitalisation de jour, donc un groupage avec les lettres I, J et K. Donc effectivement, ce sujet-là a fait l'objet d'analyses et de rectifications dans les tarifs qui ont été publiés, qui sont applicables à partir du 1er mars 2024. Donc les corrections, elles ont eu lieu de manière systématique sur tous les problèmes de hiérarchisation entre I et J, qui est entre le intensif et très intensif. Il y a aussi une hiérarchisation qui a été corrigée sur les amputés et les GMT de neurologie, en fait, entre K, I et J, parce que ça s'expliquait par, en fait, des choses qui sont financées dans d'autres compartiments, donc soit l'activité d'expertise pour l'amputation, soit par la liste en sus pour la neurologie. Donc ça a été rectifié. Par contre, toutes les non-hiérarchies remontées, en tout cas, n'ont pas fait l'objet systématiquement d'une correction entre K, I et J, étant donné voilà, que c'est des choses qui avaient été vues, notamment lors de la construction de la classification, et voilà, qui, notamment sur l'activité en K, des fois nécessite, même s'il n'y a pas une rééducation intensive ou très intensive, une mobilisation de moyens importante pour les établissements. C'est pour ça que ça n'a pas eu un caractère systématique. Donc ça, c'était la première question. Et puis la deuxième question, en fait, c'est sur la construction du GMT hebdomadaire. Voilà, donc le GMD hebdomadaire, donc sur le dispositif des séjours longs pour les journées au-delà de J90, en fait, c'est un financement journalier. Donc ce qui a été pris en compte un peu, c'est sur le même principe que hospitalisation 2 jours, hein, c'est le groupe nosologique et le groupe de réadaptation. Donc, il y a un tarif qui est spécifique au croisement groupe nosologique ou groupe de réadaptation. Voilà, donc un tarif qui est propre en fait pour ce croisement de pathologie. Alors, oui, alors il y a une question de facturation sur au-delà de 90 jours. Est-ce qu'on peut facturer à la semaine ou doit-on attendre la fin globale du séjour? Ça, c'est plutôt côté assurance maladie, mais de ce qu'on a compris, nous, c'est on pouvait facturer donc à la semaine au rythme souhaité par l'établissement. Donc, c'est-à-dire que si l'établissement veut facturer tous les 15 jours ou tous les 3 semaines, il peut le faire.
Donc on va passer à la partie suivante qui va être sur les outils de restitution. J'ai passé la parole à Marlène Bernard qui est du service data. Bonjour à tous. Donc, je vais revenir un petit peu rapidement donc, sur les outils qui sont disponibles pour vous pour la mise en œuvre de cette réforme. Voilà, donc au niveau donc pour l'année 2023, tout d'abord, donc pour la valorisation, il y a 2 valorisations qui ont été faites donc de manière concomitante, une à partir des règles du modèle transitoire, donc version DMA, et une sur les règles du nouveau modèle, donc version modèle cible. Alors la mise en œuvre s'est fait en 2 temps, notamment, pour, la version nouveau modèle qui pour M11, a été mise en place donc à partir de M11 2023, qui a constitué une période de test. Et par contre, en M12, vous avez, dans OValid notamment, tous les éléments pour les 2 types de valorisation, donc, modèle transitoire et nouveau modèle. Je vous informe aussi donc que pour le lambda sur l'activité de l'année 2023, il sera possible de réaliser un lambda comme les années précédentes. Le lambda sera disponible courant 2024 et concernera donc la partie modèle transitoire, donc la part DMA. Donc les outils OM12 2023. Donc votre établissement transmet mensuellement ces données sur la plateforme IPMSI, commande son traitement au valide SMR. À l'issue de ce traitement au valide SMR, donc en OM12 2023, on aboutit à 2 sections de valorisation, une pour la partie DMA, une pour le nouveau modèle. Ces éléments sont bien entendu ensuite disponibles et consultables par l'ARS une fois que vous avez validé vos données. Et en plus de cette restitution sur la plateforme IPMSI, vous aviez à votre disposition 2 outils, le Visual Valo SSR lié à la partie DMA et le Visual Valo SMR lié à la partie nouveau modèle, qui vous permettaient donc de récupérer le détail des éléments de valorisation des séjours d'hospitalisation complète et des RHA d'hospitalisation partielle et que vous pouviez donc rapatrier au sein de votre établissement. Donc, si on reste sur la partie modèle transitoire, OM12 2023, donc depuis 2017, il y a un certain nombre de tableaux auxquels vous avez été habitués, notamment dans la partie valorisation et donc l'outil Visual Valo SSR qui concerne la valorisation en DMA. Donc je ne vais pas revenir en détail sur ces tableaux que vous manipulez depuis plusieurs années, je vais simplement vous mentionner les spécificités du M12 2023. Donc on retrouve notamment dans le premier tableau SV qui permet de repérer les différents motifs de non-valorisation, comme on vous l'a expliqué précédemment, pour mettre fin au système d'avance sur la partie modèle transitoire, sur la partie DMA. Tous les séjours d'hospitalisation complète ont été valorisés comme s'ils étaient clos au M12 2023, ce qui implique que dans ce tableau de non-valorisation, l'effectif est systématiquement à 0 pour la ligne séjour non clos de moins de 70 jours. Donc ça, c'était une des premières spécificités du M12 2023. La deuxième spécificité, c'est que pour cette transmission uniquement en 2023, il y a eu une décision de levée de l'application du coefficient prudentiel. Et donc tous les tableaux et tous les éléments, même des visual valos qui vous sont restitués, qui sont le montant base de remboursement et le montant base de remboursement avec coefficient prudentiel, étaient donc égaux pour cette transmission. Sur la partie nouveau modèle, au M12 2023, vous avez vu, et donc au M11, mais le M11 étant une période de test, au M12 2023, vous aviez donc une série de tableaux dans la section 3V valorisation, qui vous donnait donc la restitution autour de la valorisation version nouveau modèle. Et vous aviez donc aussi, ce que je vous ai cité plus tôt, un nouvel outil, Visual Valo SMR, qui vous permettait de récupérer l'équivalent de ce qu'on avait avant pour la DMA, mais la version nouveau modèle, donc qui permettait de récupérer pour vous les éléments de valorisation qui étaient calculés par OValid. À partir de 2024, les établissements ExoQN sont donc en facturation directe à l'assurance maladie. Il n'y a donc plus de valorisation calculée sur IPMSI. On revient donc à une partie de valorisation liée à ce que vous transmettez dans vos factures, qu'on appelle aussi les résumés anonymes, donc les RSFA, donc dans la partie 1V. Donc, si on s'attarde plus précisément sur ce qui vous a été mis à disposition pour M12 2023, donc quand la valorisation était calculée sur IPMSI,
C'est pareil, je vais vous pointer essentiellement les choses qui sont différentes, on va dire, des tableaux que vous aviez pour la partie DMA. Donc sur le tableau SV qui permet de lister les motifs de non-valorisation, donc j'en profite pour vous repréciser que ce sont des motifs non exclusifs, hein. Un séjour peut être considéré par plusieurs de ces lignes. Donc vous avez les SSR achats donc de moins de 90 jours qui sont apparus, ainsi que l'activité EVC-EPR qui est donc maintenant financée via une activité d'expertise. Donc ça, c'était pour ce premier tableau. Vous avez aussi un tableau de case mix de tarifs pour l'hospitalisation complète qui vous donne pour chaque couple GMT-GME des éléments de valorisation et surtout en vous distinguant la partie GMT1, c'est-à-dire les 90 premiers jours de présence ou les séjours de moins de 90 jours, et la partie GMT2, donc la partie liée au GMT hebdomadaire, qui traite donc des journées au-delà de la 90e journée de présence. Donc là, par exemple, sur la première ligne, pour ce GMT et ce GME, on a un séjour qui a été donc valorisé en zone haute pour sa partie GMT1. Si on prend la troisième ligne, on a pour le GMT 0008 et ce GME, un séjour aussi qui a été valorisé donc en zone basse. Si on avait plusieurs séjours dans cette catégorie, le montant que vous avez le montant total que vous avez ici serait réparti entre les différentes colonnes de la partie GMT. Et enfin, alors c'est un cas un petit peu particulier, la dernière ligne, vous avez donc un séjour qui est valorisé en zone haute pour la partie GMT, qui a bien un GMT hebdomadaire et qui a donc 131 journées valorisées au titre du GMT hebdomadaire, donc 131 journées au-delà de la 90e journée de présence. Le tableau suivant, c'est le tableau RAEV, donc qui résume l'activité en termes d'effectifs et de valorisation. Le premier tableau vous permet d'avoir la liste des coefficients qui vous ont été cités plus tôt, notamment donc votre coefficient honoraire, qui ont été appliqués pour la valorisation nouveau modèle dans Ovalide OM12 2023. Le tableau suivant, RAEV, donc le tableau B, donne en gros une synthèse du tableau CMTHC, mais pour l'ensemble de votre établissement. Vous retrouvez sur les premières lignes tout ce qui concerne la partie GMT1, donc tout ce qui se passe avant le 90e jour de présence. Vous avez une ligne aussi pour le GMT hebdomadaire, donc toutes les journées qui sont valorisées au-delà de la 90e journée de présence. Et comme on était en M12 2023 et qu'il n'y avait pas d'application du coefficient prudentiel, on retrouve des montants égaux entre montant BR et montant BR avec coefficient prudentiel. Voilà, c'est terminé pour cette partie. On va juste regarder s'il y a une ou deux questions. 2023, concerne toute l'année 23, y compris les deux. D'accord. Donc le lambda sur l'activité 2023 va bien concerner l'ensemble de l'activité 2023. Donc il faudra retransmettre l'équivalent de votre M12, donc bien l'ensemble de l'année, mais par contre uniquement sur la partie modèle transitoire, donc sur la partie DMA. Et je vais laisser la parole à Bastien Fage pour la suite. Merci. Bonjour à tous. Je me présente Bastien Fage pour le service financement et analyse économique. Dans cette dernière partie, on va vous présenter la mise en œuvre et le calendrier de la mise en œuvre de la réforme du SMR. Donc on va faire ça en plusieurs étapes en décrivant la fin de gestion 2023 et ensuite les grands jalons pour la mise en place du nouveau modèle en 2024. Et enfin, on détaillera dans une dernière partie le mécanisme de transition via ce qu'on appelle la dotation de transition pour aller jusqu'en 2027. Donc, là, on vous décrit sur cette slide les grands jalons de la mise en œuvre de la réforme du financement SMR. Donc, si vous suivez la flèche, on part du 1er juillet 2023, qui est la date officielle d'application de la réforme du SMR. Donc, finalement, entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023, les nouvelles modalités de financement s'appliquent. Alors, en 2023, la situation est un peu particulière, comme il y a une mise en œuvre à mi-année.
la mise en œuvre s'est faite de la façon suivante. Les vecteurs de financement ont été maintenus sur toute l'année 2023, donc jusqu'au 31/12/2023, notamment bon, donc la DMA et les prix de journée. Et ensuite, le modèle s'applique sur l'année 2023 via ce qu'on appelle une régularisation a posteriori, sur laquelle on va revenir juste après, qui sera calculée à tout début de 2024 et qui vous sera transmise dans un calendrier très prochain sur lequel on reviendra aussi. Donc ça, c'est pour le calendrier 2023. Et finalement, une fois qu'on a fait 2023, il y a 2024. Donc à partir du 1er janvier 2024, non seulement la réforme s'applique, mais les nouvelles modalités de financement se mettent aussi en place pour le courant de cette année. Donc ça implique plusieurs choses. Côté ExoQN, ça implique la mise en place de la facturation directe au séjour pour ces établissements, selon les principes du nouveau modèle sur la part activité qui vous ont été détaillés juste avant. Et alors, je ne vais pas revenir sur ce que ça implique côté DAF parce qu'ici, ça ne vous concerne pas trop. Et ensuite, il y a les nouveaux vecteurs de financement vont, eux, s'appliquer aussi durant cette année 2024, alors à partir de la première circulaire budgétaire. On reviendra sur la période qui sépare le 1er janvier 2024 de la première circulaire budgétaire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de cette première circulaire, tous les compartiments hors activité sur lesquels les mécanismes ont déjà été mis en place vont s'appliquer selon le nouveau modèle de financement. Et donc, dans un même temps, c'est ce qu'on a mis sur la flèche, sur le deuxième trimestre 2024, il va aussi y avoir la mise en œuvre de la régularisation a posteriori, qui en fait vise à appliquer complètement les modalités de financement sur l'année 2023. Donc, on va vraiment se concentrer sur ça dans la partie suivante. Donc, finalement, pour l'année 2023, qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs étapes. Alors, la première étape, c'est de régulariser les modalités de financement selon l'ancien modèle de financement qui ont été versées pendant 2023. Donc ça implique plusieurs choses sur ce début d'année 2024 avec les données M12 2023. Ça implique notamment une prise en compte du mécanisme de soutien au premier semestre pour les établissements ExoQN, donc sur la partie prix de journée, sur toute la première partie de l'année, selon les mêmes principes que la garantie de financement historique, mais seulement sur un semestre. Une régularisation a été notifiée aux établissements dont la facturation sur le premier semestre était inférieure à leur mécanisme de soutien. Donc ça, c'est venu s'ajouter au versement qui avait eu lieu au cours de l'année. Selon des principes un peu équivalents. Oula. Ils peuvent juste changer ton adresse. Attendez, je crois qu'il y a un problème parce qu'il y a une personne qui a activé son micro. Ah, c'est bon. Désolé pour cette petite interruption. Donc, je disais, selon des principes un peu équivalents, la DMA va se régulariser aussi avec l'activité trouvée à M12 de 2023. Donc, là aussi, il y a un mécanisme de soutien, on va y revenir un tout petit peu après, qui s'applique sur le premier semestre 2023 sur la DMA réelle. Et donc, la DMA est régularisée en fonction de l'activité du M12 2023. Donc ça, c'est pour les anciennes modalités de financement. Et enfin, il y a un autre versement qui va avoir lieu pour l'année 2023, c'est le versement éventuel lié au nouveau modèle de financement qu'on appelle régularisation ex post. Alors je dis éventuel parce qu'il ne va pas forcément concerner tous les établissements, on va voir pourquoi juste après. Donc là, on va revenir sur comment la régule ex post est calculée et les grands principes qui la fondent. Donc, finalement, la régule ex post, qu'est-ce que c'est? Ça va être la comparaison entre deux modèles de financement annuels, puisqu'en fait, toutes les modalités de financement, malgré une application au 1er juillet, reposent sur des principes annuels, notamment toutes les dotations sont définies au niveau annuel. Donc, on va prendre les anciennes modalités de financement sur une année complète et les nouvelles modalités de financement, selon les nouveaux principes du nouveau modèle, sur la même année 2023, mais en annuel. Et la régule ex post, en fait, va se fonder sur la différence par établissement entre le modèle selon les anciennes modalités de financement et le modèle selon les nouvelles modalités de financement. Et donc, la différence entre ces deux modèles va servir de clé de répartition
à une enveloppe qui aura été définie a priori. On va voir comment juste après. Donc c'est ça vraiment le principe de la régularisation ex post. Et donc elle va venir rajouter un montant pour les établissements pour lesquels le nouveau modèle dépasse les versements de l'ancien modèle. Donc, pour faire ce calcul, on le fait en plusieurs temps. D'abord, il faut faire une première étape de définir ce que sont les versements au titre de l'ancien modèle de financement. Alors, il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, vous avez les dotations. Alors, ça, il n'y a pas de sujet particulier. C'est tous les montants annuels qui ont été notifiés jusqu'à la C4 2023. Donc, vous avez la DAF, les différentes MIGAC, les molécules honoris, par exemple. Ensuite, vous avez les prestations hospitalières pour les établissements ex-OQN. Donc, ça va regrouper toute la facturation au titre des soins de janvier à décembre 2023. Et comme je le disais auparavant, ça va aussi venir être ajouté à la régularisation au titre du mécanisme de soutien sur le premier semestre 2023. En plus de tout cela, il y a aussi les suppléments de transport qui sont considérés, ainsi que les médicaments intercurrents. En ce qui concerne la DMA, alors la DMA est calculée pour 2023 selon les principes suivants. En fait, elle est séparée en deux DMA, une DMA premier semestre pour les soins sur la partie janvier à juin et pour les soins de juillet à décembre. Pour les soins sur le premier semestre, la DMA que l'on calcule sur ce semestre-là est comparée à la valeur du mécanisme de soutien qui a été notifié. Et c'est le maximum entre les deux qui vient être pris en compte dans le calcul de la DMA réelle 2023. Et ensuite, donc ça nous donne la DMA du premier semestre. Ensuite, on vient ajouter la DMA du second semestre qui, elle, n'a pas de mécanisme de soutien et simplement la DMA des soins de juillet à décembre. Alors pour les établissements ex-DAF uniquement, les ACE viennent aussi s'ajouter à ces versements selon l'ancien modèle de financement. Donc ça nous donne les recettes pour un établissement selon les anciennes modalités de financement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que pour l'activité 2023, on va calculer les recettes selon le nouveau modèle de financement. Alors, il y a plusieurs compartiments. Alors, les cases ne sont pas les mêmes que dans l'ancien modèle, évidemment, puisque c'est un changement des modalités de financement. Vous avez donc l'activité qui est valorisée de façon annuelle à partir de l'activité 2023 selon les paramètres du nouveau modèle. Vous avez la valorisation des suppléments de transport selon les tarifs du nouveau modèle. Et la liste en sus aussi, dont les données sont issues du fiche comp annuel 2023 sur le périmètre à partir du 1er juillet 2023, puisqu'en fait, comme la réforme s'applique depuis le 1er juillet 2023, c'est bien ce périmètre qui a été annualisé qui est considéré. Ensuite, à cela viennent s'ajouter les activités d'expertise, les plateaux techniques spécialisés qui sont calculés selon la présence ou non du plateau technique dans l'établissement concerné. Et enfin, toutes les différentes dotations qui viennent s'ajouter au compartiment que j'ai décrit ci-dessus. Donc, toutes les MIGAC qui ne sont pas concernées par les activités d'expertise. Vous avez la dotation populationnelle qui comprennent notamment, c'est ce qui avait été rappelé en première partie, 50% des mesures RH, avec aussi pour certains établissements très particuliers une compassion qui est dite compassion basse vision. Vous avez ensuite la dotation pédiatrie. Et enfin, donc je vais peut-être revenir sur la partie en rouge juste après, mais vous avez donc les différents crédits non reconductibles qui ont été alloués en 2023 qui sont repris tels quels dans le nouveau modèle. Et vous avez le compartiment IFAC qui a été lui aussi calculé sur 2023, donc qui a été notifié là en début 2024 pour 2023. Et donc, à tout cela vient s'ajouter le petit point en rouge qui est la dotation de transition appliquée à 100%. Alors, la dotation de transition, on va y revenir juste après, mais a été calculée sur l'année 2022 pour compenser les effets dus au passage de l'ancien au nouveau modèle. Et elle vient s'appliquer à 100% en 2023, puisqu'en fait, c'est ce qui se serait passé si les nouvelles modalités de financement avaient été appliquées sur 2023. Comme elles s'appliquent de fait depuis le 1er juillet
2023, la dotation de transition est elle aussi considérée à 100% selon les principes du nouveau modèle. Donc, cette dotation de transition est ajoutée aux recettes nouveau modèle. Donc, ça, tout ce que j'ai décrit jusque-là, c'est par établissement. Vous avez par établissement les recettes selon les anciennes modalités, selon les nouvelles modalités. Ensuite, là, je vais passer assez vite, mais il y a une part de l'objectif de dépense qui n'a pas encore été distribuée en 2023. Donc, lorsqu'on compare l'objectif de dépense à tout ce qui a déjà été donné via les anciennes modalités de financement, ça nous donne un écart. Et c'est cet écart qui va être redistribué dans la régule ex post. On va voir comment juste après. Donc, la régule ex post, ça se passe de la façon suivante. Alors, il y a deux cas de figure. Le cas de figure pour les premiers établissements, ce sont les établissements qui sont concernés et régularisés dans le cadre de la régule ex post. Alors, ça va concerner en fait tous les établissements dont les recettes selon les nouvelles modalités de financement sont supérieures aux recettes selon les anciennes modalités de financement. Donc, lorsque c'est le cas, l'établissement va être concerné par la régule ex post. A contrariori, lorsque les recettes selon le nouveau modèle sont inférieures aux recettes selon l'ancien modèle, l'établissement n'est pas concerné par la régule ex post. En revanche, les recettes 2023, selon les anciennes modalités, lui sont dues et il n'y a pas de reprise effectuée sur les recettes qui lui ont été attribuées selon les anciennes modalités de financement. Donc, toute la première partie, lorsque j'ai détaillé toutes les recettes que l'on prenait pour calculer les recettes selon l'ancien modèle de financement, sont bien dues et il n'y a pas de reprise sur ces montants-là. Mais par contre, l'établissement, comme les nouvelles modalités ne permettent pas à l'établissement de dépasser les anciennes recettes, lui ne sera pas concerné par la régule ex post. Ça nous donne deux types d'établissements. Et finalement, à partir de ça, on va calculer une régule ex post pour tous les établissements. Donc, comment on calcule ça? Là, on vous a mis un exemple, en fait, comme si la France ne comportait que 3 établissements et on vous a mis comment se répartissait la régule ex post dans ce cas-là. Donc, vous avez les établissements 1 et 2 qui sont régularisés puisque les recettes du nouveau modèle sont supérieures aux recettes de l'ancien modèle. Et à contrario, vous avez les recettes de l'établissement 3 qui ne sont pas régularisées puisque 900 est inférieur à 1000. Donc, pour les deux premiers établissements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la différence entre les recettes anciens et nouveaux modèles, ce qui nous donne dans le premier cas 150 et dans le deuxième cas 50 euros. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les établissements de France, là en l'occurrence les 3 et les 2 concernés par la régule ex post, et on va regarder quel est le poids de l'établissement dans l'écart entre nouveau et ancien modèle. Donc, vous voyez que par exemple, le premier établissement, donc, représente 150 sur les 200 d'écart entre nouveau et ancien modèle pour les établissements régularisés. Donc, l'établissement 1 capte 75% de la régularisation ex post qui a été définie nationalement. Et par différence, l'établissement 2 capte 25%. Et l'établissement 3, lui, reçoit 0% de régule ex post et simplement va garder les 1000 euros qu'il aura reçus selon les anciennes modalités de financement. Donc voilà comment sont calculées les régules ex post. Bon, tout ça se fait évidemment au niveau national, donc avec un peu plus que 3 établissements, mais les principes restent ceux-là et les modes de calcul sont vraiment ceux présentés sur cette slide. Donc, en termes de documentation, pour essayer de rendre tout ça plus clair et pour que vous puissiez vous y replonger la tête froide par ailleurs, vous avez les différents documents suivants. Alors, il y a des arrêtés à blanc du nouveau modèle qui vont vous être notifiés, dans lequel il y aura la notification des différents compartiments du nouveau modèle et il y aura aussi la notification du différentiel entre le nouveau modèle et l'ancien modèle. Donc, pour les établissements pour lesquels cette différence est positive, il y aura une régule ex post calculée. Pour les autres, il y aura une différence, mais qui ne sera pas prise en compte pour la régule ex post. Enfin, il y a des différents documents pédagogiques. Alors, il y a une notice ATIH qui va être publiée prochainement, qui va décrire tous les principes que je viens de détailler. Donc, comment on a calculé la régule ex post en comparaison du modèle de financement avant, après réforme.
Et il va aussi y avoir des fiches établissements. Alors, il y a déjà des fiches établissements qui vous ont été transmises pour vous détailler le calcul de la dotation de transition. Là, il y a d'autres fiches qui vont être transmises pour vous détailler toutes les données qui auront été prises dans le cadre de la régule ex post pour vous montrer au niveau établissement qu'est-ce qui aura été considéré pour arriver finalement au montant qui vous aura été notifié. Donc, maintenant, on va passer à 2024. Là, on considère que la régule ex post est passée. On reviendra juste après sur les calendriers, mais maintenant, 2024. Alors, je vais passer assez rapidement, mais finalement, au 1er janvier 2024, le point essentiel, c'est que côté secteur OQN, il y a la mise en place de la facturation directe à l'assurance maladie. En attendant, pour les autres compartiments, il y a un mécanisme d'avance qui est maintenu jusqu'au moment de la première circulaire budgétaire 2024. Donc des acomptes sont versés en OQN, ça correspond à 50% de la facturation à l'assurance maladie obligatoire au titre des 6 premiers mois de l'année 2023, y compris DMA, et avec les mensualités IFAC et des MIGAC. Donc ça, ce sont des avances qui sont données aux établissements jusqu'à la première circulaire budgétaire. Et en fait, au moment de la première circulaire budgétaire, les différents compartiments du nouveau modèle seront notifiés et tout cela viendra se régulariser. Et donc, les nouveaux compartiments viendront vraiment prendre leur place qui sera la leur et viendront simplement se régulariser par rapport aux acomptes qui auront été versés jusqu'à cette date. Donc, la première circulaire budgétaire qui, qui est la suivante. Là, en fait, on a rappelé un peu les calendriers qui vont être, qui vont s'appliquer. Donc, en fait, ce qui est important de retenir ici, c'est que là, au mois de mai, enfin, toute fin avril, donc maintenant on y est au début du mois de mai, il va y avoir la notification de la C4 avec les éléments de régule ex post. Et enfin, fin mai, début juin, il va y avoir la première circulaire budgétaire qui va donc venir régulariser les différents acomptes qui auront été versés et donc mettre en place en situation réelle les différents compartiments du nouveau modèle de financement. Donc je ne vais pas revenir sur les points point par point, vous pourrez le retrouver, c'est simplement pour vous donner quelques éléments de calendrier, mais on a déjà fait le tour de la plupart des sujets exposés sur cette slide. Et enfin, point important qu'on souhaitait vous réexpliquer dans le cadre de ce webinaire, c'est la dotation de transition et le mécanisme de transition qui va s'appliquer jusqu'en 2027. Alors, point important, la dotation de transition est une dotation qui a été calculée sur l'exercice budgétaire 2022 en one shot. Alors, pourquoi on dit one shot? Parce qu'en fait, elle n'est pas recalculée en fonction des nouvelles recettes, là, 2023, mais même après, au cours du temps, en 2024 et jusqu'en 2027, elle n'est pas recalculée. Cette dotation de transition est fixée une fois pour toutes à partir de données 2022. Donc, quel est le principe de cette dotation de transition? En fait, le principe de la dotation de transition, c'est qu'elle sécurise dans un premier temps, puis ensuite elle atténue les effets revenus liés à un effet modèle. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça c'était décrit dans la fiche établissement qui vous avait été transmise dans le cadre du calcul de cette dotation de transition. On a comparé sur l'année 2022 des recettes annuelles calculées avec les anciennes modalités de financement et avec les nouvelles modalités de financement. Et la différence nous a donné la dotation de transition. En fait, c'est ce qu'on a appelé l'effet modèle, vraiment. C'est ce que le modèle implique sur une même année d'application de perte ou de gain de recettes. Donc, cette dotation est fixée à partir des données de 2022 et est donc indépendante du niveau d'activité des exercices suivants. C'est-à-dire que quelle que soit la variation d'activité sur les exercices suivants, la dotation de transition ne changera pas, puisqu'elle vient vraiment sécuriser l'effet modèle calculé sur 2022. Et donc, cette dotation de transition est un montant qui ensuite va décroître au cours du temps, puisque en 2023, c'est ce que je vous ai expliqué dans le cadre de la régule ex post, elle va être prise à 100%. En 2024, elle s'appliquera aussi à 100%, mais à partir de 2025 et jusqu'en 2027, elle va décroître selon le rythme suivant là, que je ne vais pas détailler. Et donc, pour la dotation de transition, j'ai déjà commencé à vous le dire, mais je vous le rappelle ici, il y a des fiches qui vous ont été transmises par établissement, donc qui sont normalement
encore accessibles, donc des fiches qui détaillent vraiment toutes les données qui ont été prises en compte dans le calcul de cette dotation de transition et la façon dont la dotation de transition a été calculée par établissement. Donc ces fiches sont normalement assez complètes et permettent vraiment de décrire non seulement les nouvelles modalités de financement, mais aussi le mode de calcul de cette dotation de transition. Et donc, pour conclure, on voulait simplement vous faire ce dernier schéma sur la dotation de transition, sur son mode opératoire en vie réelle, disons. Alors là, je le précise, et c'est vraiment important de voir ça, on a fait des schémas comme si tous les compartiments du modèle ne bougeaient pas au cours du temps. C'est-à-dire qu'ils sont fixés, notamment la part activité ne bouge pas d'une année sur l'autre. Euh, donc, dans l'exemple de gauche, les recettes perçues en 2022 par l'établissement sont supérieures aux recettes théoriques 2022, c'est-à-dire au périmètre du nouveau modèle. Donc, dans ce cas, la dotation de transition vient majorer les différents financements qui seront versés aux établissements durant toute la période de transition. Donc, cette dotation de transition va simplement venir s'ajouter aux différents compartiments qui eux vivent leur vie. Euh, Dans le cas où les recettes perçues en 2022 sont inférieures aux recettes 2022 théoriques, dans ce cas, la dotation de transition vient minorer la part forfaitaire jusqu'en 2027. C'est l'exemple de droite. Donc, vous voyez qu'en fait, cette dotation de transition, selon son rythme de décroissance, vient s'ajouter aux différents compartiments, en sachant effectivement que les différents compartiments peuvent vivre une vie complètement indépendante, dans le sens où, par exemple, la part activité, typiquement, peut varier d'une année sur l'autre, mais la dotation de transition, comme je l'ai déjà dit, elle ne vient pas s'ajuster. Donc, vient juste s'ajouter aux différentes modalités de financement, dans le but, là aussi, comme je l'avais déjà dit, de vraiment compenser l'effet modèle qui a été calculé à partir de l'année 2022. Voilà pour cette présentation des différents principes. Alors, donc je vais vous laisser avec bien sûr aller pour les dernières questions. Donc, on va répondre à quelques questions. Je crois qu'il nous reste un peu de temps pour répondre à quelques questions avant de se quitter. Donc, on va revenir aussi sur la présentation qu'a fait Marlène Bernard, donc sur les outils de restitution. Donc, puisqu'on avait une question sur le fait que sur le secteur ex OQN, il n'y aurait plus les mêmes modalités de restitution que sur 2023. Donc ça, c'est lié en 2024 au fait qu'à partir du 1er janvier 2024, pour les établissements ex OQN, il y a la facturation directe, donc il n'y a plus de valorisation pour ce secteur de financement qui est réalisé par la TIH dans IPMSI, contrairement aux années précédentes avec le dispositif de DMA qui n'était pas en facturation directe, qui faisait l'objet d'une valorisation par la TIH. Voilà, donc en revanche, ce qui est disponible en 2024, c'est qu'il y a des tableaux de restitution dans Ovalide sur les RSFA, donc sur les éléments de facturation. Donc il y a ces tableaux-là qui vous sont restitués. Voilà, sur l'outil Visual Valo, donc on a la même question. Donc l'outil Visual Valo est un outil qui est dédié à la valorisation, donc dans le cadre de valorisation réalisée par IPMSI, donc il a plus lieu d'exister aussi sur le secteur ExoCan en 2024, puisque les informations sont directement disponibles dans la facturation. Voilà, sachant aussi qu'on nous a posé aussi la question sur le dispositif lambda en 2024, donc sur le secteur ExoQN. Donc ce dispositif est spécifique également par rapport à une valorisation qui est issue des transmissions PMSI. Donc comme c'est de la facturation directe, il n'y a pas de dispositif lambda qui est mis en place en 2024 sur le secteur ExoQN. Voilà, donc là on est sur à partir du 1er janvier 2024, voilà,
le champ du SMR, en fait, ExoQN fonctionne selon les mêmes modalités que sur le champ MCO, qui est aussi en facturation directe. On avait une autre question. Alors, pourquoi la régularisation ex post se fait par la comparaison des montants de deux modèles en année pleine? C'est dû au fait que le modèle est compartimenté. Autant il est possible de rattacher les recettes liées à l'activité à une date de soin, autant sur les dotations, sur tous les aspects dotation ou forfait annuel, voilà, il n'est pas possible de rattacher ces recettes-là à une date de soin. C'est pour ça que la comparaison s'est fait en année pleine. Se fait en année pleine. Ensuite, on va prendre une autre question. Il y a une question sur les activités d'expertise, comment ils sont valorisés. Vous retrouverez alors, du coup, bien sûr, on va mettre le diaporama à disposition, sur le site de l'agence et du coup, il y a aussi on a produit des annexes, hein, donc vous pourrez référer sur les annexes. Donc sur les activités d'expertise, on a remis les tableaux, pour comprendre le mécanisme de valorisation dans les annexes et elles sont aussi, ce tableau-là est aussi disponible dans les fiches de restitution de la dotation de transition, pour chaque établissement. Donc la dot de transition qui est utilisée dans le cadre de la régularisation ex post est-elle de la simulation V6? Alors je vous avoue que nous, on est un peu, on n'a pas retenu tous les numéros de version de simulation, mais celle qui est utilisée, en tout cas, c'est celle qui a été restituée sur e-transfert dans le cadre des fiches de restitution. Donc c'est la dernière version. Et alors, on a une question sur la régule ex post. Donc comment est pris en compte dans la dotation de transition pour un gagnant de la réforme et pour un établissement perdant de la réforme. Donc, la dotation de transition, elle est prise en compte à 100% dans le cadre des recettes théoriques de la régule ex post. Donc, cette dotation de transition, je rappelle, elle annule en fait l'effet gagnant ou perdant de la réforme. En fait, les recettes théoriques de la régularisation ex post correspondent aux recettes qu'aurait touché l'établissement si le modèle avait été mis en œuvre dès 2023. Voilà, ce qui n'est pas le cas puisque en 2023, les établissements ont les versements anciens modèles, plus le cas échéant, comme ça a été présenté, la régule ex post, s'ils ont un écart positif entre l'application des deux modèles sur l'exercice 2023. Voilà. Je vois qu'il est 15h28, donc la séance arrive à sa fin. On vous remercie pour votre attention. Donc voilà, donc comme évoqué en début de séance, on mettra à disposition sur le site de l'agence la présentation commentée et la foire aux questions. Voilà, on a bien noté l'ensemble des questions et on essaiera d'y répondre bien sûr dans la mesure du possible à l'ensemble des questions. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir.